la région. Donc ça s'inscrit tout ça sur évidemment les politiques de diminution des gaz à effet de serre et de réduction des polluants atmosphériques s'appuient fortement sur les politiques de déplacement plus respectueuses de l'environnement. C'est un des axes clés des politiques régionales de déplacement que je mets en œuvre et qui a été mise en œuvre par mes prédécesseurs, mais aussi sur les politiques menées en termes d'aménagement du territoire par la région Île-de-France et le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France, auquel je ne m'étendrai pas parce qu'on est en phase d'enquête publique et que je n'ai théoriquement pas le droit d'en parler du coup, mais ce SDRIF prône une ville compacte qui minimise l'étalement urbain et les déplacements contraints, là c'est une jolie faute d'orthographe, et qui donc vise à globalement diminuer l'empreinte écologique des déplacements franciliens. Donc il ne s'agit pas juste de créer toujours plus de déplacements. Évidemment, il faut qu'un certain nombre de déplacements qui sont aujourd'hui effectués en voiture soient effectués désormais en transport en commun, mais nous visons aussi à diminuer globalement l'envolée du nombre de déplacements, ce qui ne veut pas dire aller à l'encontre du besoin ou de la volonté de mobilité des habitants de l'Île-de-France, mais si on réussit à diminuer fortement la longueur et le nombre de déplacements contraints, autrement dit des déplacements domicile-travail pour l'essentiel, on aura évidemment une diminution aussi de l'empreinte écologique des déplacements. C'est un enjeu majeur et qui conditionne l'ensemble de la politique d'aménagement du territoire qui est portée par la région Île-de-France depuis un certain nombre d'années et qui est la ligne de fond du schéma directeur régional de l'Île-de-France et donc de cette idée de ville compacte, de ville qu'on densifie uniquement à proximité et à condition qu'il y ait les moyens d'y mettre à la fois du logement et de l'emploi, donc en rapprochant emploi et logement, et aussi en densifiant uniquement le long d'axes de transport qui peuvent absorber les déplacements induits par les déplacements domicile-travail, et non pas en allant créer de l'urbanisation sur des zones où ne seront possibles que la création d'axes routiers. Alors, l'autre aspect de l'approche environnementale du dossier Grand Paris et Grand Paris Express, c'est le fait qu'il y a une volonté désormais de plus en plus affirmée d'avoir une gestion des chantiers et une gestion de la démarche globale des travaux qui sont menés nettement plus environnementale et en cherchant à réduire au minimum l'empreinte environnementale de ces travaux. Donc la Société du Grand Paris a établi assez tôt une politique de fonds de développement durable qui s'inscrit a priori dans une approche intégrée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de leur propre process de chantier et de travaux. Et c'est la première fois qu'une démarche s'applique pour des aménagements publics de façon aussi intégrée en termes de recherche, de minimisation de l'impact environnemental. Il faut voir aussi qu'on est sur une ampleur de travaux qui est relativement sans précédent, avec en une quinzaine d'années 200 km de voies construites, dont une bonne partie en souterrain, avec un objectif de mener de front 7 tunneliers concomitants dans le sous-sol, dans les sous-sols franciliens, et donc on imagine avec des impacts en termes de chantier, mais aussi de déblais et autres, qui sera considérable. Donc la Société du Grand Paris a créé un outil d'évaluation de l'empreinte carbone liée à la réalisation de ces chantiers qu'elle appelle Carboptimum et qui est en accès libre, c'est de l'open data sur leur site. Et c'est un outil qui prendra en compte à la fois l'empreinte des travaux, mais aussi les gains attendus en émissions liées au report modal induit par le futur réseau de transport. L'aménagement sera réalisé par tronçon et, donc je le disais, plusieurs tronçons seront en chantier simultanément, ce qui implique des phases travaux absolument gigantesques et une démarche qui doit de toute façon être le moins impactante de façon environnementale, parce que sans quoi les nuisances rendraient de toute façon absolument inacceptable d'un point de vue social et politique la mise en œuvre progressive des travaux. La démarche de la Société du Grand Paris s'articule autour de deux axes: des études très pointues en amont pour consolider des choix techniques et limiter
nuisances, et en tout cas les limiter au maximum, un accompagnement évolutif des chantiers et l'utilisation de technologies innovantes. Sur la quinzaine d'années de chantier attendus, c'est entre 15 et 20 millions de mètres cubes de déchets inertes, donc de déchets qui vont devoir être sortis de terre, soit entre 30 et 40 millions de tonnes, ce qui est évidemment colossal. Et la Société du Grand Paris a donc réalisé un schéma directeur d'évacuation des déblais, à la fois pour limiter les nuisances pour les riverains et pour contribuer à un rééquilibrage territorial en matière de circulation des déblais. En gros, ça, c'est un mot joli pour dire tout ne doit pas partir. En gros, on ne doit pas déblayer en proche couronne pour aller tout coller chez les habitants de Grande Couronne, ce qui est un peu, pendant des décennies, ça a quand même été beaucoup comme ça qu'on procédait. Et là, il y a eu une démarche qui s'est voulue assez volontariste et qui a été assez poussée politiquement en leur disant il est hors de question qu'il y ait des norias de camions qui partent tous les jours vers la Grande Couronne, aller installer des centres de stockage des déblais en Grande Couronne. Donc il y a eu un travail de fait pour essayer de voir comment on pouvait minimiser les déplacements, trouver des centres de stockage en proche couronne, y compris voir comment ça pouvait être réutilisé très rapidement dans les chantiers eux-mêmes ou à partir pour servir immédiatement les besoins de BTP dans la région Île-de-France. Donc il y a tout un schéma directeur là qui a été pensé de façon relativement intelligente. De la même manière, la valorisation, donc je le disais, la réutilisation des terres sur d'autres projets, le traitement des terres polluées directement sur site et non pas en transportant les matériaux pollués pour aller les traiter ailleurs, un transport qui est privilégié à chaque fois que c'est possible, le transport par voie fluviale ou ferrée vers des installations de stockage de déchets inertes ou des carrières, à la fois en Île-de-France et dans les régions limitrophes. Et chaque fois que ça a été possible, les puits pour sortir les déblais ont été faits à proximité des fleuves ou à proximité de voies ferrées de fret qui permettent de faire partir sans utiliser des camions la plus grande quantité possible de matériaux de chantier et de déblais. De la même manière, plusieurs engagements des maîtres d'ouvrage ont été pris pour la préservation de l'environnement, notamment la préservation des milieux naturels. Et là, la Société du Grand Paris s'est engagée, mais de toute façon, elle en avait l'obligation à la fois politique et légale à réaliser des replantations d'arbres sur les sites après travaux, à acquérir des terrains en vue de procéder à des boisements nouveaux pour avoir au final un bilan net qui sera favorable, c'est-à-dire plus d'arbres plantés, ayant poussé à la fin que d'arbres ayant disparu. Une gestion économe des ressources sur les sites de maintenance et de remisage, à la fois dans les chantiers, mais aussi à terme sur les sites de maintenance et de remisage, donc qui seront les sites qui, pendant des décennies, accueilleront donc les garages et les sites de maintenance des rames du futur métro. La Société du Grand Paris étudie le recours aux énergies renouvelables, y compris la géothermie dans les zones où elle est déjà existante, ainsi que tout un système de réutilisation des eaux usées sur ces sites. Et évidemment une optimisation du bilan énergétique qui passera par une vraie réflexion sur l'alimentation du réseau et des infrastructures en électricité d'origine renouvelable. D'ores et déjà, les premiers bilans montrent que les gains énergétiques obtenus seront supérieurs à la dépense totale nécessaire pour le fonctionnement du Grand Paris. On peut ajouter que l'optimisation qui a été recherchée d'un point de vue financier pour passer d'un rapport aux années qui prévoyait 30 milliards d'euros de coûts à un coût plutôt proche de 26 milliards, a permis aussi, en faisant passer un certain nombre de tronçons qui étaient censés être en souterrain, en les revoyant sous une forme plus réaliste, j'allais dire modeste, mais plus réaliste, et en les passant plutôt en aérien qu'en souterrain, on a regagné aussi beaucoup en termes d'impact et d'empreinte écologique de l'ensemble du projet lui-même de nouveau métro du Grand Paris Express. Et pour conclure, parce que je ne voudrais pas non plus donner une vision trop idyllique de tout ça, évidemment nous sommes extrêmement vigilants sur le respect de ces engagements par les maîtres d'ouvrage, et à commencer par la Société du Grand Paris, l'autorité environnementale qui est saisie
sur le premier dossier d'enquête publique du tronçon rouge, a émis un certain nombre de questions et de réserves qui ne sont pas, nous les avons ni ignorées, ne sont pas passées inaperçues, et donc nous avons demandé à la Société du Grand Paris de revoir un certain nombre d'éléments, ce qu'ils sont en train de faire, et l'autorité environnementale était par exemple sceptique sur la faisabilité de l'évacuation des déblais uniquement par voie fluviale sur le premier tronçon, donc sur la rocade sud, et donc il devrait y avoir des réponses de la Société du Grand Paris, notamment sur la création de plateformes de transbordement à aménager pour permettre la réalité d'une évacuation des déblais à 100% par la voie fluviale sur ce premier tronçon, qui fait quand même une trentaine de kilomètres, ce qui est pas rien quand même, entièrement en souterrain. Enfin, nous serons évidemment attentifs à ce que tout